Bonjour à tous et bienvenue, sur ce premier LinkedIn Live de la communauté. Merci à tous, d'être en ligne, avec nous aujourd'hui. On va parler pour ce premier LinkedIn Live de quelle valorisation à l'ère des crises sociales et environnementales. On parlait évidemment de valorisation de la recherche, et ce live est particulièrement pensé pour les chargés de valorisation. Si vous travaillez dans un département, innovation ou entrepreneuriat d'une université ou d'un institut de recherche, ou si vous êtes, de près ou de loin concerné par la question de la valorisation de la recherche. Et donc normalement, vous devriez voir mes slides, et la façon dont ça va, se passer aujourd'hui, c'est en 4 temps. Alors on va tout d'abord parler on va être là ensemble environ pendant 30-40 minutes. Ce qui est très important, c'est que c'est en direct. Donc si vous voulez me poser des questions, vous pouvez le faire en commentant directement, sous le lien, LinkedIn. Vous pouvez normalement mettre des commentaires et je répondrai, soit à la fin du live, soit tout de suite, en fonction de vos questions. Donc n'hésitez pas à faire ça. Une autre, information importante, c'est qu'il y aura un giveaway, à la fin de ce live. Donc là, je vais le commenter en direct, mais il faut savoir que toutes les slides que vous allez voir seront comprises dans le giveaway. Donc vous aurez juste, à dire que vous voulez, le giveaway, pareil, en commentaire, on vous mettra un lien et on vous l'enverra. Donc vous aurez, à la fin, toutes les informations et toutes les slides qui seront, effectivement, diffusées et donc vous n'avez pas besoin, d'enregistrer ce qui est en train de se passer, puisque vous aurez le giveaway. Il y aura aussi un replay, donc si vous nous regardez en replay, merci et bienvenue à vous. N'hésitez pas, si vous nous regardez en replay, aussi à poser des questions en commentaire parce que je m'engage, à répondre à toutes les questions à l'écrit, même si vous n'étiez pas présent pendant le direct. Si vous avez une question et que vous la mettez en commentaire, sur le replay du LinkedIn Live, j'y répondrai. Donc toute question aura, sa réponse. Alors aujourd'hui, on va faire ça en 4 temps. Je vais d'abord vous présenter très, très rapidement, qu'est-ce que Socience, qui est une entreprise experte en recherche et innovation responsable. On va passer assez vite sur cette slide, mais vous comprendrez quel est, l'intérêt et la légitimité de Socience à venir parler de ce sujet de la valorisation de la recherche pour des enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut peut-être changer d'approche, quand on est, dans ces métiers de la valorisation de la recherche? Puis en troisième partie, on parlera de comment on fait ça concrètement, parce que dire qu'il faut changer, certaines choses, c'est toujours intéressant, mais il faut rentrer ensuite, dans le concret. Donc je vous présenterai un nouveau modèle de valorisation. Et puis, la quatrième partie, ce sera quelles sont les bonnes questions à se poser et surtout comment se les poser au bon moment. Donc là, vraiment, ce sera, une des grandes parties du giveaway où, vous aurez en fait finalement, un listing de questions que vous pouvez utiliser pendant vos projets, tout simplement et puis pour, augmenter un peu votre boîte à outils, métier. Alors, qui est Socience? Donc Socience, c'est une entreprise qui existe depuis, une dizaine d'années, que j'ai fondée, qui est experte en recherche et innovation, responsable, notamment auprès de la Commission européenne. J'y reviendrai parce qu'en fait, ça a des vraies implications aujourd'hui sur, les projets, auxquels vous pouvez répondre en termes de projets européens, donc dans le cadre de Horizon Europe. Et tout ce qu'on va discuter là, c'est très connecté aux évolutions en ce moment du cadre européen, au sein de Horizon Europe. Et donc nous sommes experts pour la Commission européenne sur la question de la recherche et de l'innovation responsable, donc on est, très au fait de ces évolutions. Et puis on est aussi experts reconnus par l'ONU puisque, nos méthodologies ont été, reconnues comme, ce qu'on appelle les SDG Good Practices, donc les bonnes pratiques pour le développement, durable. Donc on est vraiment,
bien positionnés sur ces sujets-là. Il faut savoir qu'on forme aussi, régulièrement des chargés, de valorisation, des instituts de recherche, notamment le CEA, l'IRD, qui font partie, des grands instituts avec lesquels on travaille, mais aussi, des personnes en charge de la valorisation du côté de l'industrie. Alors aujourd'hui, on a pensé plutôt ce live pour, les acteurs de la recherche publique, mais on travaille aussi énormément avec les industriels, donc évidemment c'est un pont extrêmement important quand on travaille, dans le métier de la valorisation, donc c'est 2 domaines qu'on connaît très bien. Alors je vais passer, après cette présentation, de Socience, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, pourquoi changer d'approche? Alors en fait, vous n'êtes pas sans savoir et sans remarquer qu'il y a, des grands changements, environnementaux et sociaux. On entre un peu dans une période où, parfois on est vraiment, on enchaîne un peu, crise sur crise, que ce soit, crise climatique, que ce soit, crise de la biodiversité, des crises sociales qui aussi, s'enchaînent. On vient à peine, de connaître une énorme crise sanitaire et donc il y a un contexte qui est très mouvant, qui se fait d'une succession, de crises sociales ou environnementales ou sanitaires, et qui appelle en fait une modification des pratiques énormément dans le monde privé et dans le monde de l'industrie, de l'entreprise en général, mais aussi au niveau, des politiques publiques, bien entendu, et donc ça impacte aussi les métiers, de nos instituts de recherche, de nos universités, et ça impacte parfois la recherche de sens aussi de nos chercheurs. Parce que, il y a une vraie question qui se pose du rôle du système de recherche et d'innovation dans ce monde, qu'on est en train de vivre, et donc quel est le rôle, de nos institutions pour répondre parfois ou pour prévenir à ces crises? Et on a vu lors de la crise, sanitaire qu'évidemment, c'est un rôle qui peut être majeur. Donc c'est tous ces enjeux, qui font qu'il y a des nouvelles questions qui se posent et puis il y a des nouvelles approches qui émergent. Alors pour rentrer un peu dans le concret, une fois qu'on a posé un peu ce cadre, en tant que chargé de valorisation, l'intérêt c'est évidemment de pouvoir monter en compétence sur de nouveaux concepts. Donc ça, c'est des concepts qu'on va vraiment voir là dans la deuxième partie, du live où je vais un petit peu détailler tout ça. Mais il y a beaucoup de nouveaux outils qui émergent, des nouvelles grilles de lecture, des nouvelles, questions à se poser, et donc tout ça, c'est vraiment, c'est des compétences en fait, hein. C'est des qualités, qu'il va falloir déployer dans son travail, et donc il faut les acquérir. Ensuite, on peut évidemment imaginer que l'approche peut changer pour faire évoluer les pratiques de recherche, et donc ce sera pas l'objet exactement de ce live parce qu'on va en faire plusieurs, hein, on va faire une série, et les pratiques de recherche, vous allez voir, des pratiques nouvelles de recherche et d'innovation peuvent impacter des pratiques nouvelles de valorisation, mais donc tout ça est évidemment lié, et donc avoir ces compétences-là permet de faire évoluer vos pratiques. Enfin, évidemment, répondre à toute cette évolution, hein, que j'ai indiquée, au niveau de la Commission européenne, c'est assez visible. Si vous regardez, ce qui s'est passé lors du précédent programme cadre de financement de la recherche, ce qui est en train de se passer sur le programme cadre, actuel, il y a une véritable, insistance et on va dire un tournant vers les enjeux sociaux et environnementaux, et il y a une véritable professionnalisation de cette question aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit plus, d'avoir des intentions ou de présenter, des grandes lignes de comment est-ce qu'une recherche et une valorisation vont impacter, des questions sociales ou environnementales, et il s'agit vraiment d'avoir une approche, chiffrée, des indicateurs de succès, ce que l'Europe appelle un pathway towards impact, donc un chemin vers l'impact clair et défini, et donc tout ça évidemment ce sont, des façons de penser qui doivent s'acquérir. Évidemment, il y a la question de, votre, capacité à attirer, à retenir les chercheurs, puisque je le disais, au début, il y a une véritable, quête de sens en fait. Est-ce que, le métier que je fais en ce moment va pouvoir répondre à des grandes crises, qu'on est en train de vivre, des grandes crises contemporaines? Et donc en fait, ces questions-là, les chercheurs se les posent. Certains chercheurs changent même parfois, de questions de recherche, voire de spécialisation ou de domaine pour se rapprocher vraiment, de plus d'impact social ou environnemental.
Et du coup, ça devient des vrais critères pour pouvoir attirer, ces chercheurs-là. C'est d'autant plus vrai avec la jeune génération. Personnellement, je donne des cours sur ces sujets-là et sur la question de l'éthique en recherche, à des niveaux, soit d'école d'ingénieurs, soit de post-doctorants, ou en école doctorale. Et en fait, on se rend compte que, avec les années qui passent, les jeunes chercheurs sont de plus en plus engagés sur ces thématiques-là. Ils veulent savoir la valorisation de leur recherche, à quoi ça va servir. Donc ça, c'est vraiment, c'est extrêmement important et il faut l'intégrer aujourd'hui dans les métiers. Finalement, le métier de la valorisation, c'est aussi un métier qui est très en lien avec les industriels, avec les entreprises, évidemment. Or, ce sont parfois les premières organisations qui sont vraiment en première position par rapport à des enjeux de transition. Ils doivent modifier leur modèle, ils doivent modifier, leurs produits et donc ils doivent modifier, leur développement, leur R&D, et donc toutes ces questions-là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de trouver des solutions, et donc ces solutions, elles peuvent être dans les universités, elles peuvent être dans les instituts de recherche, mais encore faut-il savoir vraiment avoir ce langage et réussir à parler de transition, avec vos interlocuteurs industriels et savoir quels sont vos atouts en interne. Donc tout ça, c'est évidemment, de bonnes raisons de changer d'approche. Finalement, c'est aussi, des sujets qui sont, intéressants pour pouvoir les communiquer en interne comme en externe, donc c'est aussi, une des raisons possibles. Alors, ça fait beaucoup de raisons de changer, mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Parce qu'évidemment, ce type de raisons, je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez ou vous en avez déjà le pressentiment, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de briques différentes, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment enrichir son modèle de valorisation. Alors, je vais me baser sur, ce modèle-là, qui est un modèle très classique de la valorisation, de la recherche, qui est ce qu'on appelle, tout simplement la valorisation économique. Vous voyez là, c'est vraiment simplifié, hein. Vous avez 3 phases, vous avez, plutôt ce qu'on appelle la R&D, donc au niveau des vraiment amont, le stade des nouvelles idées, jusque éventuellement jusqu'au projet pilote. Le deuxième stade, c'est tout ce qui est le prototypage, des projets pilotes à la pré-commercialisation et puis le troisième stade, c'est le déploiement de la pré-commercialisation à l'industrialisation. Je dis que c'est évidemment simplifié parce qu'on sait très bien que la valorisation de la recherche, en vérité, il y a des allers-retours, il y a des étapes qui sont, parfois, parfois des étapes supplémentaires. Donc là, on se base sur un modèle très simplifié juste pour pouvoir, ancrer la discussion et puis pour voir comment modifier le modèle, hein, sur quelque chose d'assez simple. Alors, je le reprends très rapidement, mais ça vous connaissez déjà, hein, c'est le modèle classique. Ce qui va informer la R&D et puis du coup tout le processus derrière, ça va être de bien définir les sujets, alors sujets, problématiques de recherche, ou sujets d'innovation et ça, dans le modèle classique, c'est soit défini par des défis scientifiques, des verrous, scientifiques ou technologiques, soit par des besoins industriels. Donc ça va être quand effectivement vous avez un industriel qui, est en discussion avec votre département parce qu'il a une problématique et qui cherche une solution, de recherche, ou d'innovation pour répondre à son besoin. Dans la phase 2 du prototypage, en général, on est plutôt sur répondre à des enjeux qui sont vraiment techniques. C'est-à-dire que là, on a des problématiques pour que la solution fonctionne, techniquement, on est vraiment dans une phase de développement technique. Et puis dans la phase 3 plutôt du déploiement, en général, on a 2 grandes parties. On a mitigé, les risques. Donc quand on parle de mitiger les risques, on parle en général de risques financiers, techniques toujours évidemment et des risques de marché. Donc est-ce que ma solution va pouvoir vraiment se déployer? Est-ce que j'ai un marché? Est-ce que je vais pouvoir toucher ce marché et cetera? Et puis, on a le 4e et dernier point qui est de prouver la technologie. Et donc là, en général, quand on dit prouver la technologie dans ce modèle classique de valorisation, c'est en fait une preuve commerciale, et c'est par exemple mettre en place des économies d'échelle et s'assurer qu'on a un dimensionnement économique, qui a du sens, qui permet de vraiment, fonctionner. Ce modèle-là, on va le conserver parce que la question économique, elle reste au cœur de la valorisation, elle est extrêmement importante, mais en fait, on va l'enrichir et à chaque étape, on va faire ça.
Donc là, ce qu'on vous présente, c'est un modèle de valorisation économique, sociale et environnementale de la recherche. Et en fait, pour chaque étape, vous allez voir que, il faut penser à des nouvelles choses. Il faut intégrer parfois des nouvelles, manières de travailler. Donc sur le 1 étape, sur, la question de définir ces sujets, on va enrichir ce modèle-là avec des défis mondiaux. Donc là, évidemment, hein, les frameworks que vous pouvez utiliser, ça va être des frameworks, très classiques. Vous avez, ceux de l'Europe, il y a un certain nombre de défis qui ont été définis, donc c'est des choses que vous pouvez regarder. Mais il y a aussi, tout simplement les ODD, Objectifs du développement durable de l'ONU. Donc vous voyez, c'est ce genre de problématiques-là qui vont pouvoir, commencer à infuser, en fait, les sujets de recherche qui vont être, choisis, déployés, soutenus, et cetera. Et puis vous avez, en parallèle, on va dire, des besoins industriels, les besoins de la société. Et alors là, c'est très intéressant parce que, pour des départements valorisation, on n'a pas l'habitude de travailler, en général, avec ce type d'acteurs. On a beaucoup l'habitude de discuter, de travailler avec des industriels, mais on a beaucoup moins l'habitude de travailler avec, des associations, peut-être des associations, locales, si on est sur un sujet, territorial, ou des ONG, éventuellement, des acteurs de terrain, des collectifs, par exemple, de paysans ou des choses comme ça. Et donc là, vraiment, ça demande une certaine, certaines compétences, pouvoir réussir à identifier les besoins de la société et à les intégrer dans ces thématiques-là et dans ces problématiques-là. Ensuite vient la partie du prototypage. Donc là, on disait que c'était répondre aux enjeux essentiellement techniques. Et donc là, évidemment, vient s'ajouter à notre modèle les enjeux sociaux et environnementaux. Alors, chez Socience, on a une particularité, une véritable, compétence sur la question de l'intégration de la société civile, voire des bénéficiaires, dans les processus de recherche et d'innovation. Et donc on on intègre là, au niveau du prototypage, c'est vraiment le moment idéal, surtout, si on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, c'est le moment idéal pour intégrer de nouvelles parties prenantes. Hem Chez Socience, on aime bien dire que, vous devriez même les intégrer beaucoup plus tôt, parce que dans la question de la définition des sujets, au niveau de la R&D, en fait, c'est très, très intéressant si vous arrivez à définir les besoins de la société, pas uniquement à travers des rapports ou des études scientifiques, mais aussi parce que vous avez directement les bénéficiaires qui viennent vous parler de leurs problèmes. Donc c'est très, très, très riche évidemment, on le conseille. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire ça ou que vous n'êtes pas accompagné par des professionnels, en tout cas, vraiment commencer à le faire au niveau du prototypage, c'est le bon moment pour commencer, et c'est un des moments aussi les plus «faciles» entre guillemets, qui vont peut-être, demander moins d'efforts, et donc là, c'est vraiment le moment où il faut aller travailler, pas seulement avec les chercheurs, pas seulement avec les industriels, mais avec les acteurs de la société civile. Et enfin, ce qu'on vous note, pour pouvoir répondre au mieux aux enjeux sociaux et environnementaux, c'est d'utiliser alors ce qu'on appelle les critères de recherche et innovation responsables. On fera très certainement un LinkedIn Live dédié sur ces critères-là pour vous les détailler, pour vous expliquer de quoi il s'agit et pour vous montrer un peu les questions qu'on peut se poser, autour de ça. Mais en fait, c'est des critères qui vous permettent d'évaluer, votre projet de valorisation et votre projet, même de recherche et innovation à un instant T et de vous demander si vous devez le réorienter et comment. Et donc ces critères-là, vous pouvez les trouver, en ligne ou nous les demander, hein. Nous, Socience, on sera ravis de vous partager, ces informations. Mais du coup, c'est vraiment le bon moment pour passer son projet un peu, à la vue de cette grille-là et là, si vous avez raté quelque chose, qui est vraiment, par exemple, un biais social ou environnemental majeur, et que vous ne l'avez pas vu, vous poser ces questions vous permettra, de le repérer et donc d'éviter, toute erreur grave, avant d'arriver à la phase de déploiement, ce qui serait quand même, dommage. On arrive justement à cette phase de déploiement et donc là, il y a 2 temps. La question de mitiger les risques, bien entendu, toujours les risques financiers, techniques et de marché, mais il faut mitiger les risques de fracture sociale et les risques, d'impacts environnementaux négatifs. Et donc là, j'attire votre attention sur ce point-là, parce que, une des grandes approches de Socience, c'est vraiment de travailler
son impact positif, donc comment est-ce qu'on répond à des enjeux sociaux et environnementaux. Mais bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on répond à des enjeux sociaux et environnementaux qu'on n'a pas parfois des effets négatifs, que ce soit des impacts environnementaux ou que ce soit sur des questions sociales. Et donc souvent, on me pose la question, quand je suis en formation, on me demande si, ces effets négatifs, il faut, finalement les penser, les mettre en avant, et peut-être au risque de rendre son projet moins sexy finalement parce que évidemment personne n'a envie d'avoir des effets négatifs. Moi, mon conseil, c'est oui, absolument, il faut être extrêmement transparent sur ces risques-là, et en fait, c'est en étant transparent que vous allez aussi pouvoir trouver des façons de les mitiger. Déjà parce que vos parties prenantes pourront vous indiquer, des voies à suivre, mais aussi parce que, finalement, c'est en les énonçant avec clarté que vous arriverez parfois à modifier, votre, route technologique, en fait, et que vous arriverez à vous dire, «Bon, ben, voilà, en faisant de telle façon cette valorisation, on a ces risques d'impact, négatifs, qui sont très clairs et maintenant que je les ai énoncés de cette manière et bien, en fait, je comprends que je dois modifier ma valorisation». Et ça nous arrive régulièrement, des projets qui, parce qu'ils les énoncent clairement, arrivent à les éviter. Et donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ça reste une approche risque, on va dire, relativement classique. Alors c'est pas les mêmes outils évidemment, mais c'est une approche risque que vous pouvez connaître. Si je passe au point 4, prouver la technologie, là, vous devez la prouver sur les plans sociaux et environnementaux également. Et donc ça, c'est beaucoup moins connu. C'est souvent, des approches qui ne sont pas, qui sont pas aujourd'hui mises en œuvre parce que c'est assez nouveau et qu'on n'a pas l'habitude de faire ça forcément dans des départements, de valo. Et du coup, donc là, vraiment, l'idée, c'est de montrer alors plusieurs choses. Déjà qu'il y a une acceptation sociale de la technologie, ce qui est extrêmement important, mais aussi de montrer quelles vont être les mesures de succès, donc les KPI, vraiment les indicateurs de succès, de votre, solution sur le plan social et environnemental. Donc vous allez devoir dire qu'est-ce que vous allez suivre, qu'est-ce que vous allez mesurer au long cours pour prouver, ou pour suivre ou pour améliorer votre impact positif. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, un nombre de bénéficiaires, ça peut être, une certaine zone ou, une aire qui a été dépolluée. Ça peut être énormément, de KPIs différents. Sur cette thématique-là, je pense aussi qu'on devra faire un live dédié, parce que c'est des méthodologies, spécifiques pour aller trouver des bons KPIs, et pour savoir comment les choisir et comment les implémenter. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des banques de données d'indicateurs de succès sociaux et environnementaux, et donc il ne faut pas se priver d'aller chercher, à nouveau, finalement des données qui sont des données professionnelles, et que les professionnels du secteur, suivent et qui donnent ce crédit à vos projets de valorisation, pour avoir un impact social et environnemental. Donc voilà le modèle, final sur lequel vous vous trouvez et donc vous voyez, il y a la question économique qui est toujours bien présente, mais il faut rajouter les enjeux sociaux et environnementaux et ça demande un certain nombre d'outils et ça demande un certain nombre de compétences. Donc vraiment, c'est des choses sur lesquelles on vous engage à monter en compétences. Alors maintenant, pour vous aider, un outil, supplémentaire, ça va être les questions à se poser, les bonnes questions à se poser au bon moment. Vous voyez ici, ça fera partie du giveaway, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça, vous aurez tous ces slides, mais vous voyez qu'on les a vraiment organisés en lien avec le schéma, donc on les a vraiment mis, de façon à ce que vous pouvez savoir à quel moment vous vous posez quelles questions. Donc ça, c'est vraiment, par rapport à votre utilisation du giveaway, n'hésitez pas, vraiment à l'utiliser, hein, au quotidien et vous pouvez faire des allers-retours entre les bonnes questions à se poser et le moment où vous en êtes de votre valo. Alors, en premier lieu, comment est-ce que vous orientez vos sujets? Là, les questions que vous pouvez vous poser, il y en a évidemment plus que 3, hein, mais on vous en donne quelques-uns pour que vous lanciez. À quels enjeux sociétaux pouvez-vous et souhaitez-vous répondre? C'est très important parce que c'est en lien avec, évidemment, les domaines de recherche de vos chercheurs, heu,
mais aussi une stratégie de votre institut de recherche en général ou de votre université. On a beaucoup aujourd'hui d'organismes de recherche qui ont inscrit dans leur stratégie, quelles étaient leurs priorités sociales et environnementales. Donc là, c'est vraiment une bonne question d'aller affiner ces stratégies. En général, c'est des stratégies très macro, et donc là, vraiment le premier travail, c'est d'affiner ces stratégies pour savoir où est-ce que dans le défi macro qui a été défini, institutionnellement, où est-ce qu'on va pouvoir se situer? Quels sont les champs applicatifs possibles de votre recherche? Donc ça, c'est la vision, qui va dans l'autre sens, en fait. Vous avez une façon de penser qui est la première question, qui est de vous demander à quels enjeux sociaux vous allez pouvoir répondre, quels enjeux environnementaux vous allez pouvoir répondre. Et puis vous pouvez attaquer le problème de l'autre côté en se disant: «Voilà nos compétences, voilà ce qu'on sait faire, voilà nos technos. Quels vont être les champs applicatifs?» Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de faire le lien entre les 2. Ça, à nouveau, c'est un vrai travail, ça se fait pas en 5 minutes. Mais faire le lien entre vos compétences et bah, vos envies sur les enjeux sociaux et environnementaux, ça va vous permettre vraiment de croiser, et de définir avec précision là où vous allez avoir le plus d'impact. Et enfin, une dernière question, pouvez-vous décrire précisément le problème et ses impacts et en mesurer la taille? Là, j'insiste sur ça, soyez précis et chiffrez tout. C'est important au niveau de la valorisation parce que ça va vous permettre de savoir vous, en tant qu'équipe, bah, quelle est la taille du problème. Est-ce que c'est vraiment le premier problème à adresser sur ces thématiques-là, et cetera. Mais ça va aussi beaucoup vous servir quand vous allez devoir répondre à, par exemple, des projets européens. Je parlais tout à l'heure du Pathway Toward pardon, du Pathway Towards Impact. Le Pathway Towards Impact, c'est une demande maintenant dans les projets, européens. Il faut pouvoir le décrire et en fait, ça ne peut se faire que si vous avez vraiment, une définition précise de votre problématique et que vous pouvez le chiffrer. Et forcément, votre projet, quand vous le déposez, il aura beaucoup plus de valeur et il gagnera beaucoup plus de points si vous êtes capable de chiffrer ces choses-là, comparé à un projet qui les prendrait un peu plus à la légère. Donc ça ramène vraiment des points. Le deuxième point, avec qui et comment travaillez-vous? Ça, c'est des questions que vous pouvez vraiment vous poser, ça va vous permettre de modifier parfois, ce que vous êtes en train de faire, en fait, hein. C'est vraiment des questions à se poser, en cours de route. Quels acteurs avez-vous associés à votre démarche? Alors là, on vous a listé, hein, bénéficiaires directs ou indirects, des associations, des ONG spécialisées. Il faut vraiment que vous puissiez lister, hem, tous les acteurs de terrain qui vont enrichir la réflexion de vos chercheurs ou la réflexion d'ailleurs des industriels. Ça marche pour les 2. À quel niveau participent-ils? Aujourd'hui encore, on voit beaucoup trop d'associations de ces bénéficiaires-là, juste à un niveau de discussion. Ça, je dirais que c'est la première étape, donc il faut le faire, c'est bien, mais ça ne va vraiment pas assez loin, et ça démarquera pas votre projet d'un premier point. Et deuxièmement, ça ne vous permettra pas de vraiment modifier et être plus pertinent sociétalement. C'est-à-dire que si vous vous arrêtez juste à demander les besoins aux futurs utilisateurs ou à faire un peu souvent on dit que c'est, centré sur le client, mais c'est des approches qui sont intéressantes, mais qui s'arrêtent vraiment un peu à la limite de ce que peuvent apporter, bah, des futurs bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on va demander quels sont les besoins, on va essayer de voir comment mieux y répondre. Mais en fait, ça, on n'est pas du tout dans la co-création. On est à la limite dans la discussion, on est à la limite dans le sondage, dans le débat, mais en fait, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez aller sur, vraiment la modification de vos projets de recherche et d'innovation grâce à, bah, l'intégration des bénéficiaires ou des acteurs de terrain au projet lui-même de recherche et de valorisation. Et ça va enrichir ce projet, beaucoup plus que de juste aller faire un peu une analyse terrain sur les besoins et de recueillir des besoins. Il faut aller vraiment au-delà de ça aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui est demandé, aussi sur, bah, certains projets européens, notamment les missions. Il y a vraiment cet enjeu d'aller au-delà du débat et d'aller vraiment dans la co-création. Ça évidemment, c'est aussi des métiers, c'est aussi des choses qui s'apprennent, mais c'est le bon moment pour commencer vraiment, à aller sur ce type de méthodologie.
Et finalement, dernière question, est-ce que vos projets répondent aux critères RI? J'en ai parlé, donc je réinsiste pas, là-dessus. Je pense qu'on fera un LinkedIn Live sur le sujet, vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses, à dire. Mais vous pouvez déjà aller regarder, ce qui existe sur notre site internet et un peu vous renseigner sur ces grands critères qui sont vraiment, importants, enfin, pour voir quels sont les potentiels manques sociétaux, dans les projets de valo que vous menez. Dans la troisième partie, anticipez-vous vos impacts? On vous a proposé deux questions. Quels sont les impacts sociaux et environnementaux négatifs? Alors là, il faut les lister vraiment, de façon la plus exhaustive possible et avec précision. Il faut vraiment pas avoir peur, parce que c'est ce que je vous disais, tout à l'heure, c'est ces impacts-là, en les listant et en les nommant et en étant précis dessus, c'est en faisant ce travail que vous allez trouver des solutions pour les mitiger, ou voir que vous allez vous rendre compte que peut-être le projet ne doit pas être mené, au bout. S'il y a trop d'impacts négatifs et très peu d'impacts positifs, c'est aussi une balance à faire, hein. Donc voilà, il faut être très transparent là-dessus. Et évidemment, la question qui découle automatiquement, comment est-ce que vous pouvez les mitiger? Et sur la 4e point, mesurer les impacts. Alors, quels sont vos objectifs d'impact, positif? C'est très important de le savoir, en fait, parce qu'en fonction de vos objectifs, vous ne ferez pas les mêmes choses et vous ne mettrez pas en œuvre la même valorisation. Vous pouvez même parfois changer votre stratégie de propriété intellectuelle, en fonction des objectifs d'impact sociaux et environnementaux que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir défini ça, en amont. Et normalement, ça doit, découler, des premières questions que vous vous êtes posées quand vous avez défini la taille du problème, social ou environnemental à adresser. Donc, ça, c'est extrêmement important. Une fois que vous avez vos objectifs, comment vous allez mesurer, votre succès sur ces objectifs-là? Donc c'est les KPIs dont je parlais, KPIs sociaux et environnementaux. Ne négligez pas cette partie-là, c'est vraiment crucial et aujourd'hui, il existe des outils professionnels pour vraiment trouver, des indicateurs de succès qui sont légitimes, qui sont reconnus dans le monde de l'impact, et il y a des grands projets, de recherche internationaux pour les définir et pour que tout le monde s'accorde dessus. Donc vraiment, il y a de la ressource, et c'est pas du tout un endroit où il faut le faire rapidement. Au contraire, passer du temps, regarder ce qui se fait, discuter aussi avec les chercheurs, avec les autres chargés de valo, sur quels doivent être les indicateurs de succès à choisir, et ça va vraiment apporter de la valeur aussi, à vos dossiers si vous postulez, sur des demandes de financement. Et finalement, quel niveau de social readiness level est-ce que vous avez pu atteindre en bout de course? Vous connaissez tous les TRL. En fait, on a, la même réflexion qui doit être menée, qui doit être regardée sur les SRL. Là, à nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur cet outil-là. On pourra aussi faire, un LinkedIn Live rapide sur cet outil-là. Mais du coup, vous allez pouvoir, en fait, à la fin de tout ce processus, vous mesurer sur cette échelle. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de mettre en regard quelle est la TRL, quelle est la SRL, et cetera, et cetera. Voilà, j'ai, fini sur cette présentation. J'espère que ça vous a été utile, surtout à retenir plusieurs choses. Si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à poser des questions, directement en commentaire. Toutes les questions écrites, trouveront une réponse, même si c'est en replay, même si c'est pas en direct. Si vous avez des questions et que vous êtes en direct, n'hésitez pas à les poser aussi et j'y répondrai tout de suite. Et finalement, il faut savoir que c'était le premier LinkedIn Live de cette communauté, autour des enjeux en fait d'évolution du monde de la recherche et de la valorisation, dans ce contexte un peu de crise sociale et environnementale qu'on vit. Il y a des grandes évolutions qui ont lieu, et on veut en parler avec vous. On veut vraiment créer une communauté, sur ces sujets. Donc n'hésitez pas
aussi à nous dire ce qui vous intéresse. Je vous ai mis ici quelques questions, auxquelles vous pouvez répondre en commentaire, et ça nous fera plaisir et on pourra, s'ajuster à vos envies, à vos besoins. Quel sujet vous voulez qu'on traite? J'en ai mentionné ici quelques-uns. S'il y a des outils particuliers que vous voulez qu'on analyse ensemble ou, sur lesquels vous voulez de la formation ou plus de détails, n'hésitez pas, on prendra tout en compte. À quelle fréquence? J'ai posé un sondage sur, mon compte LinkedIn. Apparemment, ce qui ressort le plus, c'est de faire ce genre de LinkedIn Live une fois par mois. Donc si vous avez une autre, préférence, n'hésitez pas à le dire et on le prendra aussi, en compte. Et puis finalement, est-ce que vous avez des idées d'invités? Parce que là, je fais un LinkedIn Live où je présente un peu un outil qui peut être utile, mais on aimerait aussi en faire, certains où on voit en fait cette évolution, du système de recherche et d'innovation avec des acteurs, qui sont au cœur de la transformation, que ce soit, des financeurs, que ce soit des organismes de recherche, ou des chercheurs même ou des chargés de valo, qui viennent nous expliquer leurs problématiques, ce qu'ils vivent au quotidien, et comment ils font face, à ces changements. Donc voilà, si vous avez des idées sur tout cela, n'hésitez pas. Alors je vois qu'il y a une question, je vais la lire. Dans votre modèle, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'ajouter dans la première phase une partie d'exploration des projets existants dans une logique d'innovation ouverte, ainsi que l'ouverture des résultats de recherche à la fin pour nourrir une démarche d'open science? Alors c'est extrêmement, intéressant. Je dirais, que la réponse courte est oui, absolument. Sur la question de l'ouverture des résultats de recherche à la fin pour nourrir une démarche d'open science, je pense que c'est un objectif tout à fait valable, et qu'avec les équipes de recherche, avec les chargés de valo, c'est une discussion qui peut qui peut exister, et effectivement, si c'est aussi d'ailleurs une stratégie de l'institut ou de l'université d'aller dans cette direction-là, c'est vraiment, quelque chose, qu'il faut faire et qu'il faut considérer. D'un point de vue, politique publique d'ailleurs, c'est quelque chose, qui se fait de plus en plus, hein, même au niveau européen, on veut aller vers là. Donc la réponse, c'est un grand oui. Attention quand même, une toute petite réserve, vous pouvez aussi avoir des objectifs d'enjeux sociaux et environnementaux, par exemple de création d'une entreprise sociale, où il y aurait des enjeux à conserver une certaine, alors pas forcément sur la question des résultats de recherche, mais en tout cas à conserver une certaine, primauté, sur certains résultats, mais dans un objectif toujours d'impact social et environnemental. Et donc là, on rentre sur des discussions autour de la propriété intellectuelle, qui sont des discussions beaucoup plus fines, où les questions peuvent se poser. Mais donc vraiment, c'est au cas par cas. Et si on est sur un cas où on a envie d'aller sur de l'open science, tout à fait. C'est vraiment, une possibilité et c'est extrêmement intéressant et ça va de plus en plus vers là, donc c'est très bien. Et sur la première phase, sur l'exploration des projets, qui existent déjà, dans une logique d'innovation ouverte, en fait, ça me fait super plaisir cette question parce que nous, on a un modèle d'open innovation qui s'appelle The Future of, où en fait, avant même de définir, la question de recherche, on lance un appel, à projets très, très, très large pour savoir qu'est-ce qui se fait sur le domaine et qui a envie de collaborer avec nous sur ces questions-là. Et donc en fait, c'est un très, très grand oui pour moi, il faut aller dans ces directions et c'est pour ça que je disais que l'implication des parties prenantes, on l'a plutôt mis sur la deuxième phase parce que c'est plus facile. Mais si vous êtes en capacité de le faire sur cette première phase, il faut absolument y aller, c'est vraiment le bon moment. Voilà pour cette question, je crois qu'on en a une autre. Serait-il possible de partager des liens vers des banques de données de KPI pour mesurer les impacts sociétaux et environnementaux? Avec plaisir. Je vais du coup en mettre, une fois que le replay sera disponible, je les mettrai en commentaire de cette vidéo. Il y a une banque de données que moi je présente souvent en formation, que j'utilise beaucoup parce qu'elle est très, compréhensive. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'indicateurs, c'est plusieurs milliers d'indicateurs possibles, où vous pouvez vraiment choisir. Et en plus, vous pouvez les trier par ODD, donc objectif du développement durable. Il y a plein de manières de les trier différentes, c'est extrêmement utile. Donc je le mettrai en commentaire de la vidéo. Avez-vous déjà pu appliquer ce modèle à des projets de valorisation de recherche en sciences humaines? C'est une excellente, question. Alors nous, la manière dont on travaille, c'est chez Socience, on fait des projets collaboratifs où on associe différents acteurs, alors chercheurs, sciences naturelles, sciences humaines,
et aussi acteurs de la société civile et industriels, start-up et donc en fait, on monte des consortiums comme ça autour de questions de recherche, mais qui sont aussi des questions sociales et environnementales. C'est les programmes The Future Of dont je parlais. Vous pouvez, les retrouver, sur notre site internet. On en a plusieurs qui sont en cours. Et du coup, ma réponse est à la fois oui et non, parce que nous, on utilise ce modèle sur des consortiums, mixtes. Donc il y a toujours un peu de tout. On n'a pas encore vu l'application de ce modèle-là uniquement sur des projets en sciences humaines et sociales, où il y aurait, que des sciences humaines, et sociales. Maintenant, alors déjà, je suis très intéressée, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en œuvre, dites-nous, bah, comment ça se passe, à quel moment ça marche, à quel moment ça ne marche pas. Comme ça, on aura des retours d'expérience et on pourra en faire profiter aussi, bah, tout le monde. Mais a priori, une 1re idée qui me vient à l'esprit, c'est que ça devrait, fonctionner également, mais je suis preneuse de retours, absolument. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois pas. Bah, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos questions en direct. Si vous le voyez en replay, n'hésitez pas à poser des questions, bah, en commentaire, on y répondra. Pour tous ceux qui êtes, présents, vous allez avoir du coup en commentaire aussi le giveaway. Donc toutes les slides là que vous avez vues, on en a fait une version condensée que vous pouvez utiliser au quotidien. Voilà, on pourra vous l'envoyer. Et puis, n'hésitez pas à répondre, aux petites questions que je vous ai mis, là sur la slide. Quand est-ce que vous voulez qu'on se voit? De quoi vous voulez qu'on parle? Avec quels invités? Moi, de toute façon, on va faire ces LinkedIn Live, régulièrement. On les fait pour vous, donc n'hésitez pas à nous dire, quelles sont vos envies. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.